Nous a rejoint Céline Masson, professeure des universités, psychanalyste et réalisatrice du documentaire Shmonzes, la mémoire par l'objet. Alors pour vous présenter ce film, je vais vous relire un livre cher à mon cœur, Du côté de chez Swann, de Marcel Proust. L'écrivain y parle de sa Madeleine. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelé Petite Madeleine. Je portais à mes lèvres une cuillère du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine, mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. Voilà à peu près ce que Shmonzes raconte. Regardez. Ma mère m'a appelée un jour alors que ma fille restait chez eux et elle m'a dit « Écoute, c'est complètement fou. Alona vient de se saisir du bougeoir et tu sais ce qu'elle fait avec ? Elle le prend pour une clarinette et elle fait semblant de jouer à la clarinette avec. » Shmonzes, c'est intéressant comme mot. On connaissait schmates, c'est rentré un peu plus dans le vocabulaire courant. Ce mot yiddish, ça veut dire des tissus. Hein. Et ben maintenant, on parle de Shmonzes. Ça veut dire quoi exactement ? Alors d'abord, c'est un mot yiddish. C'est un mot yiddish qui veut dire un objet de peu. Une babiole. Et ce qui est intéressant, c'est que l'origine du mot, d'abord c'est une origine incertaine, on ne sait pas vraiment. Et il semblerait qu'il y ait une origine, en tout cas allemande, qui voudrait dire sourire. Donc je me suis saisie de ce mot parce que, effectivement, c'est poétique. Donc il y a le mot à la fois sourire et sourire à la vie, parce que c'est des objets de résistance, c'est des objets qui ont permis aux familles, en tout cas, de perpétuer une mémoire. Et voilà, et puis c'est la langue yiddish. Donc c'est cette langue qu'on a dans la bouche, c'est cette langue qui a du goût. Ouais. Forcément. Depuis le 7 octobre, avec ces objets qu'on retrouvait à l'intérieur des cendres des maisons des kibbutzim qui ont été dévastées le jour de ce pogrom et de ces massacres, forcément depuis le 7 octobre, les objets ils prennent une aspérité particulière. Toutes les histoires qu'ils racontent, tout ce qu'ils renferment, ça prend une histoire particulière. Est-ce que vous avez douté à un moment qu'il fallait, en plein dans cette histoire-là en Israël, faire ce film et parler de ces objets ? Comme vous vous doutez bien, ce film a été tourné donc avant le 7 octobre. Je dédie ce film aux familles endeuillées par ce massacre du 7 octobre. Mais bien sûr que j'y ai pensé. J'y ai pensé. C'est l'histoire de nos familles. Ces objets racontent l'histoire de ces familles, des familles juives qui ont vécu des pogroms, qui ont vécu la Shoah. Donc ce sont des objets qui ont résisté au temps et qui se transmettent dans les familles. Hein. Voilà. Qui donc c'est très juif. C'est très juif. Alors, ça, c'est assez universel aussi, puisque des non-juifs ont beaucoup apprécié le film et m'ont tout de suite dit, mais ça me rappelle l'histoire de cet objet, moi aussi j'avais un objet. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que nos histoires de juifs parlent aussi à tout le monde. Et c'est un peu ce que j'ai fait aussi avec Shmates, c'était l'histoire aussi, voilà, c'est la suite de Shmates, pour dire les choses comme ça. Puisque est-ce que si ça parle des juifs et si le mot est utilisé pour parler de ce film est en yiddish, est-ce que ça parle à tous les juifs, ashkénazes, séfarades? Est-ce qu'ils ont tous une référence comme ça? Myriam, je vous laisse le temps de réfléchir à ce petit objet perdu à l'intérieur d'une vitrine ou d'une bibliothèque. Ça parle à tous. Alors justement, j'ai oublié le nom de cet éditeur qui m'a contacté en me disant, mais moi ça me rappelle, alors il y a l'équivalent en judéo-arabe du mot Shmonzes, j'ai oublié. Il y a l'équivalent, c'est un juif tunisien, et il m'a dit, mais j'ai oublié le nom là, mais le mot en tout cas en judéo, mais lui ça lui rappelait ces objets de la Tunisie.
Voilà, des objets qu'il avait gardés, et donc ça parle, hein, vous voyez, ça résonne pour chacun dans sa langue, parce que c'est aussi une question de langue. Là, c'est du yiddish, mais ça résonne pour chacun avec sa langue, avec l'histoire de sa famille et donc du pays. Qu'est-ce qu'ils disent de nous, ces objets qui semblent insignifiants, mais qui pourtant revêtent une grande importance à nos yeux? Alors, c'est pas l'objet en tant que tel, hein, bien sûr, c'est l'objet en tant qu'il raconte une histoire. Donc ces objets racontent à chaque fois l'histoire des familles. Je vous cacherai pas que vous allez le voir, vous l'avez vu dans le film, on va le voir dans le film, mais c'est souvent des familles qui ont vécu des choses difficiles. Donc cet objet est un objet qui parfois a été récupéré, en Pologne, après les massacres, après un pogrom ou après un assassinat antisémite, Maya Brami en parle, son père a récupéré ce bougeoir dans l'immeuble où le frère de son père a été assassiné dans la ville. Donc il vient récupérer, je crois en 44 ou 45, cet objet et il le tient. Donc il traverse ensuite la Pologne, puis arrivant en France avec cet objet. Donc ces familles sont attachées à ces objets parce que ça raconte une histoire, et comme je dis dans le synopsis, c'est souvent des familles disparues, ou des membres de la famille ont disparu. Donc ils tiennent à cet objet comme on tient d'ailleurs à un nom. J'avais fait un travail sur les noms, ça m'a rappelé quand même beaucoup les noms. Pourquoi on tenait tellement à son nom porté par les familles juives, hein? Il y a quelque chose comme ça du reste d'une histoire et de l'envie de garder quelque chose d'un monde disparu, souvent disparu. Retenir son passé pour mieux transmettre aussi. Sûrement. Alors ce que dit Maya Brami aussi très bien, comment elle va transmettre à sa fille. Donc ce bougeoir, elle en fait autre chose d'ailleurs, sa fille, c'est ça qui est très beau, elle en fait une clarinette. Bon, et c'est comment on va transmettre, comment ces familles vont transmettre à la génération suivante. Donc celles qui s'éloignent de plus en plus aussi, c'est la 4e génération après la Shoah, 3e, 4e génération. L'objet, en tout cas, permet de raconter l'histoire. Ce n'est pas l'objet en tant que pour l'objet, vous voyez, c'est des objets parfois insignifiants, mais pas en tant qu'objet, j'entends, mais pas en tant qu'il raconte cette histoire, vous voyez. Là, je vais m'adresser à la psychanalyste. Ils peuvent soigner les objets aussi, ces objets-là? Ou au contraire, c'est une encre qui est lourde peut-être, trop lourde parfois? Alors, encore une fois, l'objet en tant que tel, c'est pas l'objet qui soigne, c'est le récit que les familles vont faire, qui est souvent un récit cathartique. Ça va permettre d'exprimer quelque chose qui avait été enfoui, qui n'a pas été toujours narré, et l'objet va permettre, encore une fois, de raconter l'histoire, et souvent l'histoire traumatique des familles, ou là où c'était parfois un silence, et les silences très pesants dans ces familles. Donc l'objet est l'occasion, c'est un prétexte à raconter l'histoire. C'est ce que font d'ailleurs ces familles dans le film. Michael, je vais vous faire réagir pour laisser encore à Myriam le temps de réfléchir sur cet objet dont elle aurait envie de nous parler. Ces objets qui semblent insignifiants mais qui disent beaucoup de nous, de notre passé et de sûrement l'avenir aussi. Ça vous parle? On l'a perdu. On a perdu Michael. Bah, vous devez vous y coller. Mais je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un objet dans ma famille alors il y a des lettres et tout ça, mais les lettres elles ont une fonction immédiate en fait. Donc c'est pas un objet symbolique. Ce que je trouve très intéressant, c'est que du côté de ma famille turque et marocaine, on a tendance à prendre des choses qui sont pas forcément, qu'on n'a pas forcément tendance à mettre dans un cadre. Par exemple des tissus, par exemple des nappes, par exemple des tapis, et de les mettre au mur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, il y a des nappes qui sont encadrées et qui étaient dans les salons de ma grand-mère, qui viennent de loin et qui sont aujourd'hui sur les murs du bureau de mon père. Et donc, effectivement, c'est une façon, non, c'est une façon de ramener un peu de ce qu'on avait dans cette autre maison qu'on a quittée, dans cet autre pays qu'on a quitté. C'est un peu la Madeleine de Proust. Exactement, vous avez très bien choisi, tout à fait ça, parce que la Madeleine a un goût. Et encore une fois, c'est vraiment le goût et tout ce que ça charrie des ambiances, des couleurs, des goûts, encore une fois, de la langue. Enfin bon, ça charrie beaucoup de choses, effectivement. Michael va peut-être pouvoir réagir à ce sujet, après avoir été figé par, par le thème de Noche Monzès. Oui, j'étais sans voix avec ce qui se disait. Non. En fait, ce que je disais, c'était que
on parle depuis déjà quelques années maintenant, avec l'évolution technologique et quantique, de ce qu'on appelle les objets connectés. Mais le judaïsme n'a pas eu besoin d'attendre toutes ces années-là pour savoir que tous les objets sont connectés, puisqu'ils se transmettent effectivement de famille en famille, on le sait, on récupère toujours tel objet, le talit du père, le verre du kidouche, les livres tachés de taches de vin, des pessards passés dans toutes les générations. Et donc effectivement, les objets viennent raconter cette histoire. Ils sont au-delà de leur fonction. Ils sont absolument connectés sur cette histoire, sur la mémoire de chacun. Et c'est vrai qu'au fond, on a l'impression que c'est une tendance, une démarche qui va de plus en plus se développer. J'ai entendu il y a quelque temps parler, on m'a raconté d'une association qui a repéré effectivement des milliers d'objets appartenant à des juifs qu'ils avaient perdus durant toutes les péripéties et les persécutions, et qui maintenant venaient les identifier pour raconter l'histoire des objets. Donc oui, bien sûr, les objets ont une mémoire, ils sont vivants, ils sont connectés, mais ça c'est effectivement aussi l'histoire du judaïsme. C'est très présent, ce rapport à l'objet dans le judaïsme, ce rapport aux choses, il est particulier. Oui, alors ça, Francine Kaufmann en a très bien parlé au colloque, puisqu'il y a eu le film et puis le colloque qu'on a organisé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc des objets sacrés, effectivement, qui perpétuent la mémoire, qui permettent de se souvenir. Et c'est des objets rituels. Voilà. C'est différent, ceux-là. C'est pour ça que j'ai dit Shmonses, c'est différent. J'aurais pas dit Shmonses pour ces objets. Mais on a compris. Ils ont la même fonction, finalement, de perpétuer une mémoire différemment. Mais de perpétuer cette mémoire des familles juives, effectivement. Différemment, pas par le rituel religieux, mais autrement, par le récit, par la narration. Voilà, comme ça, à chaque fois que vous passez, Myriam, devant ce tableau qui renferme cette nappe, vous avez peut-être le souvenir à l'intérieur de vos cellules de ces repas de famille qui étaient faits ensemble en Turquie ou au Maroc, c'est ça? Merci beaucoup, Céline Masson, de nous avoir transmis donc ces objets. Où est-ce qu'on peut le voir? Alors donc on le verra donc mardi 16 juillet à 18h15 au 106 rue Arlosoroff au centre Reich. Donc c'est Gérard Pompère, président de l'Union des Français de l'étranger, qui organise l'événement. Voilà, et je l'en remercie. Shmonses, donc vous pourrez suivre, voir et retrouver peut-être votre Madeleine. Merci beaucoup d'avoir été ce soir avec nous sur ce plateau. On va